Alors, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, c'est la deuxième série de webinaires qu'on fait avec Dominique et Béatrice. Et l'objectif pour nous aujourd'hui, c'était de pouvoir revenir avec vous sur les dernières évolutions réglementaires qui touchent ce début d'année en paye notamment. Regarder un petit peu les dernières évolutions au niveau de la loi de finances qui est passée et puis les autres évolutions qui sont arrivées. Donc, avec nous, on a Dominique Angler, donc, qui est juriste chez nous. Et Bonjour. puis également Béatrice Eftimakis, qui est formatrice sur le logiciel Isapay. Donc, on va vous partager la présentation, tout simplement, pour que vous ayez un petit peu une trame qui vous permette ensuite d'avoir un appui visuel, voilà, sur les explications que va nous faire Dominique. Alors, est-ce que vous voyez l'écran d'ailleurs? Vous pouvez mettre dans la conversation si vous voyez bien l'écran, parce que j'ai un doute au niveau, parce que là, je vois que personne ne peut voir mon Alors, écran. tout à fait. On va du Et quand coup, je... ça sera très bien. Comme ça, on vérifiera que le chat marche bien. Donc, c'est ça. Pour l'instant, l'écran n'est pas encore diffusé. Ouais. Et non, et non, et non. Et pourquoi? Si, est-ce que vous voyez mon écran? Pas l'impression. Toujours pas. Pourquoi? Choisir l'écran ou l'application à montrer. Comment pour les présentateurs? Est-ce que je suis bien en présentatrice pour pouvoir partager? Donc, on va vérifier. On est désolé pour ce petit temps de décalage logistique. Ah, montrez-moi. Ah bah ça y est. Donc là, j'ai peut-être été mise en Voilà, présentatrice. c'est tout bon. Est-ce que Du coup, maintenant, voilà, il y a vous Béatrice. voyez mon écran? Bon, vous me rassurez. Ok. Voilà, donc on peut démarrer en effet la présentation. Voilà, donc Dominique, du coup, on te laisse la parole pour refaire un point sur les dernières évolutions réglementaires. Donc, du coup, bonjour à tous. Donc, effectivement, comme Aude vous l'a dit, en début d'année, on a toujours nos évolutions avec la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, les trois grandes parties, c'est qu'il y a des nouvelles mesures qui touchent la rémunération, certaines les cotisations sociales et d'autres, en fait, je veux dire les aides. Concernant tout ce qui touche à plutôt la rémunération qui va avoir une incidence sur le revenu. On a une nouvelle revalorisation du SMIC. Donc après 3 revalorisations successives et assez importantes en 2022, puisque sur un an, on est à plus de 6,6% de revalorisation. On a une nouvelle valeur du SMIC qui passe à 11,27 € le SMIC horaire brut, soit pour la durée légale, donc 35 heures, 151 heures 67, 1709,28. Cette valeur, bien évidemment, si vous avez des heures structurelles plus importantes, notamment si vous êtes à 37, 38 ou 39 heures, le SMIC est à revaloriser pour avoir ce minimum en deçà duquel on ne peut pas descendre. Le minimum garanti, lui, passe à 4,01. Pour mémoire, le minimum garanti, ce n'est pas un salaire minimum, mais un indicateur qui permet de calculer, qui est une valeur de référence pour certains indicateurs que vont être les frais professionnels, les déplacements, les repas, certains avantages en nature, tels que le logement par exemple, mais aussi les allocations de sécurité sociale. C'est effectivement cette valeur qui est une valeur plancher. Du coup, puisque c'est un pourcentage effectivement pour les stagiaires, si vous accueillez des stagiaires plus de 2 mois, vous allez devoir les rémunérer et la gratification minimum est passée à 4,05 € au 1er janvier 2023. Sur les heures supplémentaires, alors ce n'est pas vraiment une nouveauté puisque le plafond d'exonération fiscale pour les heures supplémentaires exonérées est porté à 7 500 € net imposables par an, ce qui avait déjà été voté par la loi pouvoir d'achat en août 2022, mais qui est pérennisé cette fois par la loi de finances.
Arrivent aussi les limites d'exonération, donc qui sont rehaussées, notamment tickets restaurants ou les indemnités forfaitaires de repas. Donc pour les tickets restaurants, je vous ai indiqué, la limite elle passe de 5,92 à 6,50 €, ce qui veut dire que la valeur du titre va être comprise selon la part patronale de financement des tickets restaurants, soit de 10,84 €, soit de 13 €. Après, si c'est au-dessus, il n'y aura plus d'exonération effectivement de charges et tout ce qui est au-dessus rentrera cotisable. Pour mémoire, le plafond d'utilisation de ces tickets restaurants est passé depuis octobre 2022 à 25 €. Pour les indemnités forfaitaires de frais de repas, notamment tout ce qui est panier, elles sont augmentées aussi, revalorisées. Donc, pour un repas qui est pris dans un restaurant au cours d'un déplacement professionnel, on passe à 20,20 € contre 19,40 € l'année dernière. Pour les repas pris en dehors des locaux de l'entreprise, on passe à 9,90 € au lieu de 9,50 €. Et pour les repas pris sur le lieu de travail, notamment quand ça arrive effectivement qu'il n'y a pas, en fait, notamment pour les chantiers, ça va être 7,10 € au lieu de 6,80 €. Dans les rémunérations, on passe aussi effectivement l'évolution du barème de saisie et de cession des rémunérations à partir du 1er janvier 2023. Donc, j'ai rappelé effectivement le barème tel qu'il est établi, mais il est établi conforme, par décret et on le retrouve facilement. Donc, tout ce qui est en dessous des valeurs va donner le montant que l'on peut saisir en fait sur des rémunérations en fonction des tranches de revenus. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais voilà, pour quelqu'un qui gagne, qui a une rémunération sans enfant à charge de 4 170, c'est bien 1/20 sur la tranche. Et au fur et à mesure, effectivement, on augmente de rémunération, là, effectivement, la totalité du salaire peut être saisie. Un point important sur le salaire depuis décembre 2021, mais qui est obligatoire, parce qu'il y avait un délai de prévenance qui avait été mis en place depuis fin 2022, c'est que le salaire doit être obligatoirement versé sur le compte bancaire qui appartient au salarié. On avait cette possibilité avant, pour X ou Y raison, ça arrivait parfois pour un salarié interdit bancaire de demander à ce qu'il soit versé sur le compte d'un tiers. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il doit être soit personnel, soit effectivement cotitulaire, donc un compte joint. Sur les évolutions des cotisations, alors, je pense que vous l'avez un petit peu vu. Le plafond de la sécurité sociale, ça fait 2 ans qu'il n'avait pas du tout été réévalué. Donc là, on a une grosse réévaluation, effectivement. Et ce plafond, pour mémoire, il détermine le montant des cotisations aux contributions sociales qui doivent être appelées sur le salaire. Il permet également de calculer en fait le montant minimum des prestations sociales telles que les indemnités journalières, les pensions d'assurance vieillesse, les indemnités de stage en entreprise qu'on a vu tout à l'heure. Donc, dans son principe effectivement général qui avait été mis en place en 2017, il était prévu qu'à compter du 1er janvier 2023, la valeur mensuelle du plafond qui était retenue pour chaque paye était désormais ajustée de manière unique, de façon prorata temporis, en fonction de la dite paye. Ou, si le salarié n'était pas présent, au cours de l'ensemble de la période qui se rapportait à ce salaire, à proportion des jours couverts par le contrat de travail. C'est-à-dire que si c'est un rappel de salaire, avant on pouvait reprendre effectivement le plafond tel qu'il était applicable à ce rappel. Aujourd'hui, c'est bien au moment en fait du versement qu'il doit être fait. Le plafond donc annuel, le PAS, il est de 43 992, ce qui veut dire qu'on a un plafond de la sécurité sociale mensuel à 3 666 €. Donc, il a un impact, ce que je vous disais, sur les cotisations. Ça veut dire aussi souvent les mutuelles sont appelées sur un taux, mais qui est
proportionnel au plafond de la sécurité sociale. Donc, on a des grosses réévaluations, effectivement, du salaire sur cette année. Concernant les déductions spécifiques, c'est ce qu'on appelle la DFS. La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, elle concerne uniquement certaines catégories de salariés. Elle permet en fait de diminuer l'assiette de cotisation de sécurité sociale et de retraite complémentaire pour le salarié et pour l'employeur. Depuis 2020, elle était associée à la réduction patronale de cotisation générale, c'est-à-dire l'ancienne réduction, ce qu'on appelle la réduction Fillon, en plafonnant à 130% les allègements auxquels l'employeur pouvait bénéficier s'il était en dessous, effectivement, d'un certain montant. Et pourquoi? Pour éviter que ça fasse une distinction avec les employeurs qui n'ont pas, en fait, l'application de cette démission forfaitaire spécifique. Depuis 2022, il avait été convenu que il fallait durcir, excusez-moi, les conditions pour bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique. C'est-à-dire que l'appartenance à une profession éligible ne suffisait plus. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes professions éligibles? J'ai les journalistes, j'ai le BTP, j'ai l'aviation civile notamment, mais d'autres encore. Et du coup, il fallait absolument que l'employeur soit en mesure de prouver que le salarié, dans le cadre professionnel, engageait effectivement des frais et qu'ils ne sont pas remboursés par l'employeur intégralement. Donc, il y avait une tolérance jusqu'à 2022 et à partir de 2023, plus du tout. Les syndicats professionnels se sont un petit peu battus pour ça parce que beaucoup perdaient et il y a eu des moratoires qui ont été acceptés. Donc, au début pour le BTP, le transport de marchandises, l'aviation et les journalistes ont eu ce moratoire à la toute fin d'année dernière. Donc, par exemple, si je prends le BTP, on a bien une déduction sur le brut de jusqu'à 10% en 2023. Cette déduction, elle passera à 9% en 2024, 8% en 2025, 7% en 2026, ainsi de suite, pour arriver en 2031 à 1,5%. Une petite attention malgré tout, c'est que cette tolérance pour continuer à appliquer les DFS ne remet pas l'autre obligation, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas reporté, et que, à défaut d'accord collectif de l'entreprise ou pour les entreprises qui ont un comité social et économique d'accord avec le CSE, il faut obtenir le consentement annuel des salariés pour leur appliquer cette déduction forfaitaire et leur rappeler les incidences qu'ont pour eux cette déduction. C'est-à-dire que quand on met une déduction forfaitaire, puisque le salarié et l'employeur cotisent sur un brut abattu, ça veut dire que les indemnités journalières en cas de maladie ou la retraite générale, notamment, se trouvent diminuées puisqu'on cotise moins. Et puis, forcément, il a un net plus important, donc normalement un net fiscal plus important. Alors, à part les journalistes qui ont en plus un abattement fiscal, ça veut dire que forcément, leur déclaration d'impôt va être plus importante. Pour la cotisation AGS, on a déjà effectivement l'information. Il a été décidé sur l'année 2023 de laisser la cotisation AGS, qui est, je vous rappelle, en fait, c'est l'assurance garantie des salaires en cas de faillite d'entreprise qui permettent aux salariés d'être payés en fait par le fonds de l'État. Donc, elle reste à 0,15%. Sur les réductions Fillon, alors c'est un décret en fait de fin 2022. Qui modifie, en fait, il concerne les salariés, déjà, si je vous rappelle, qui ne dépassent pas 1,6 fois le SMIC, c'est-à-dire 18,03 € pour un montant horaire, ou 2 734,85 € sur le mois, et ça pour un salarié à temps plein.
Donc, le décret ajuste le coefficient maximal de la réduction générale de cotisations et contributions compte tenu en fait de la part mutualisée du taux de cotisation accident de travail qui a été réévalué et qui passe de 0,59 qui passe de 0,55% à 0,59%. Ce qui veut dire que quand on applique dans les formules qui sont paramétrées dans les logiciels, le coefficient C, effectivement, pour les entreprises jusqu'à 50 salariés, passe à 0,3191 et pour les entreprises qui sont plus importantes, donc au-delà de 50 salariés, à 0,32,31. Sur les aides à l'embauche, alors les aides à l'embauche, c'est un décret en fait de fin 2022, du 29 décembre, qui prolonge et qui modifie l'aide unique aux employeurs d'apprentis et l'aide exceptionnelle destinée aux employeurs pour d'un côté les apprentis, il y en avait deux, et l'autre les contrats de professionnalisation pour 2023. Donc, l'aide unique, pour rappel, c'est un dispositif qui avait été mis en place en juillet 2020 et qui était versé par l'État aux entreprises de moins de 250 salariés qui employaient des salariés en contrat d'apprentissage. Dorénavant, l'âge des apprentis ne joue plus sur le montant de l'aide et à compter du 1er janvier 2023, il y a une aide unique fixée à 6 000 € maximum, quel que soit l'âge de l'apprenti, et uniquement dans le cadre de la première année d'exécution du contrat de travail. Puisqu'avant, on avait une aide dégressive, puisqu'on avait une aide qui était de 2 000 € et 2 200 €, donc 2 000 € pour la deuxième année et 1 000 € pour la troisième année. Ces aides disparaissent, mais au global, en fait, ça revient à peu près à la même chose, puisque au global, on a 6 000 € sur la première année d'exécution. Et puis, le décret, en fait, a unifié le montant de la prime pour tous les contrats en alternance, donc y compris les contrats de professionnalisation. Ces modalités, elles sont entrées en vigueur au 31 décembre 2022 et du coup, elles ne s'appliquent qu'aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2023. Bien évidemment, tous les contrats conclus avant continuent de bénéficier des anciennes aides qu'il pouvait y avoir. Voilà pour les grosses nouveautés effectivement qui impactent effectivement les systèmes, le système de paye ou vos rémunérations, puisque si je vous prends le SMIC, c'est important puisque aujourd'hui on a certaines conventions collectives qui sont toujours sur les premiers coefficients, qui sont toujours en dessous des minima en fait, en dessous du SMIC, et du coup ça veut dire qu'on est obligé effectivement de réévaluer leur rémunération sur cet indice-là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci en tout cas Dominique pour cet échange. Voilà, c'est ce que j'avais proposé, c'est effectivement est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport voilà, aux différents points mentionnés par Dominique, que ce soit voilà, sur ce qui impacte les revenus, les cotisations ou les aides, sachant que donc, vous pouvez vous poser vos questions dans la fenêtre de chat. Voilà, donc on va vous laisser 5 minutes pour poser vos questions, si vous en avez. Alors, oui. Est-ce qu'il y a quelques questions ou est-ce que tout était clair dans ce qu'a précisé Dominique? N'hésitez pas, l'objectif c'est voilà, aussi de profiter de cette interactivité possible avec vous pour poser des questions qui vous rejoignent vous dans vos spécificités, dans votre secteur d'activité. Bon, je ne vois pas de questions du coup qui arrivent. C'est que du coup tout devait être très clair du coup, Dominique. Je te remercie. Donc voilà, ça tombe bien. Donc en tout cas, on refera comme ça un événement sans doute au moment du printemps avec comme ça un temps vraiment sur
ce qui impacte vos métiers, les évolutions réglementaires avec Dominique. Donc, vous pourrez de nouveau y participer quand vous recevrez les invitations. Et ce qu'on vous propose maintenant avec Béatrice, qui est formatrice sur le logiciel Isapay, c'est de vous montrer, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous externalisez vos payes, peut-être que vous les internalisez avec un logiciel. Et c'est de vous montrer, voilà, comment avec le logiciel Isapay, du coup, vous pouvez à la fois gagner du temps et puis sécuriser vos payes, voilà, avec un logiciel qui est à jour au niveau des évolutions réglementaires et également avec une équipe support qui peut répondre à vos questions, voilà, quand vous avez des questions, quand vous êtes bloqué dans le produit. Donc Béatrice, à ce moment-là, je vais te laisser la parole tout simplement pour nous faire l'objectif, c'est voilà, d'avoir une vue un peu d'ensemble de ce produit Isapay, ce qu'il permet et comment est-ce qu'il peut accompagner les employeurs qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, donc bonjour à nouveau. Je n'avais pas pris la parole pour l'instant. Oui, donc avec Isapay, vous allez pouvoir sécuriser et simplifier la gestion de la paye et des ressources humaines. Isapay peut être composé en 3 parties, puisqu'on va voir le logiciel Isapay ensemble pour les bulletins de salaire et le déclaratif, et également pour faire parler les chiffres de la paye, pour faire donc de la gestion du personnel, mais aussi de l'analytique un peu derrière. Il y a une partie e-paye qui concerne les bulletins électroniques, c'est-à-dire le coffre-fort électronique pour y mettre les bulletins de salaire, un coffre-fort employeur pour y garder les bulletins de salaire et les coffres-forts salariés pour envoyer les bulletins de salaire dans ce coffre-fort électronique, donc, et une partie e-collaboratrice qui est une option où on va pouvoir proposer différentes choses, c'est-à-dire soit décentraliser la saisie des variables, par exemple aux salariés. Ça peut être aussi pour que les salariés fassent leur demande de congés payés, mais ça va être aussi tout ce qui va être ressources humaines, par exemple une aide juridique à la rédaction des contrats de travail, vous aiguiller sur l'affichage obligatoire dans l'entreprise et également gérer les entretiens avec les salariés, garder les comptes rendus, planifier le prochain entretien et surveiller qu'on est bien dans les clous, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à l'obligation de faire des entretiens individuels avec les salariés. On va d'abord s'occuper d'Isapay, puisque pour mettre en place le logiciel Isapay, pour le personnaliser en fonction de votre entreprise, eh bien, vous allez avoir un accompagnement personnalisé. Au début, par une personnalisation du logiciel et une formation par un formateur ou une formatrice certifiée, par également des programmes d'e-learning, par des webinaires, par une sorte de petites formations à distance qui sont comprises dans votre contrat de service, auquel vous avez accès en fonction des cas particuliers que vous pouvez avoir et sur lesquels vous voulez travailler. Vous voulez apprendre, vous voulez savoir comment on peut faire. Et vous avez de toute façon un service téléphonique, une équipe de conseillers dédiés et spécialisés sur Isapay qui sont disponibles 6 jours sur 7, avec des horaires très larges d'ailleurs. Et c'est vraiment précieux, tous nos clients le disent. Donc, pour sécuriser la paye et rester serein face aux évolutions, puisque, comme Aude vous le disait, il y a des mises à jour automatisées dans Isapay, ça va permettre d'être serein vis-à-vis des évolutions réglementaires, celles dont a parlé Dominique tout à l'heure, et puis celles à venir, bien sûr, et donc d'avoir du déclaratif juste pour les différentes déclarations à faire. Vous allez pouvoir aussi automatiser la gestion de la paye en gagnant du temps chaque jour parce qu'il y a différents outils et automatismes en fonction de votre entreprise, de vos variables de paye, de votre façon d'utiliser la paye. On va en parler. Et on va simplifier la gestion des ressources humaines puisqu'on va pouvoir accompagner les salariés et respecter les obligations. On en a parlé avec e-collaboratrice. On va en reparler après puisque les contrats et tout ça, ça fait partie d'e-collaboratrice. Donc, je vais vous montrer le logiciel Isapay pour vous montrer que son menu est assez intuitif. D'après tout ce qu'on entend, les clients apprécient bien de s'y retrouver avec une logique et puis des petits dessins et des couleurs, ce qui n'est pas désagréable pour travailler. Nous avons 7 mots en haut. Chaque mot a son ruban d'icône, assez classique dans Windows, on s'y retrouve bien.
Et ces icônes dans les rubans reviennent dans différents mots pour que ce soit ergonomique et facile à utiliser. Par exemple, ici, on trouve les 4 étages qui sont importants dans IsaPay, puisque l'étage général, vous voyez, avec le cadenas, ça va être toutes les valeurs et les taux nationaux. Autrement dit, c'est cadenassé parce qu'on ne veut pas que vous y touchiez. C'est pas la peine d'aller changer un taux de retraite ou de maladie, puisque c'est le même pour tout le monde en France. Voilà, c'est pas la peine d'aller chercher un plafond de sécurité sociale pour aller le modifier. Dominique vous l'a présenté tout à l'heure, le plafond, il est fixé pour 2023. Voilà, donc ça, on le met dans général. Alors, bien sûr, il y a certaines valeurs qui peuvent être en général et, comme on dit dans IsaPay, redéfinissables, soit à l'entreprise, soit aux salariés, parce que, par exemple, on pourrait avoir une donnée en général qui doit être quand même un peu différente aux salariés. On a bloqué complètement les valeurs qui sont nationales et qu'il ne faut pas bouger. En collectif, l'étage juste en dessous, avec le symbole de la carte de France, on va plutôt y mettre les valeurs qui seraient communes aux différentes entreprises que vous gérez dans IsaPay. Vous avez plusieurs employeurs gérés dans le même domaine IsaPay, mais ces différentes entreprises ont le même taux de prévoyance, les mêmes valeurs de mutuelle. Alors, on va les mettre en collectif pour que, quand vous allez devoir modifier les taux, eh bien, vous n'ayez qu'à aller en collectif pour que ce soit appliqué dans les différentes entreprises. On descend d'un écran. Au niveau de l'entreprise, c'est toutes les particularités pour l'entreprise en elle-même. Donc, on va redéfinir éventuellement certaines valeurs qui étaient plus haut ou mettre directement ce qu'il nous faut dans les taux et les valeurs de l'entreprise. Et ensuite, on a l'étage du salarié. Pour schématiser un peu, quand on va lancer un calcul de bulletin, vous voyez ma souris, je vais en calcul de bulletin, ça va d'abord aller voir pour une donnée, quand il va calculer le bulletin, si cette donnée a une valeur renseignée au niveau du salarié. Si oui, il la prend, il ne va pas voir plus haut. Sinon, comme il n'a toujours pas la valeur, il va voir à l'entreprise et il se dit, la valeur de la mutuelle, je ne l'avais pas au niveau du salarié, je l'ai au niveau de l'entreprise, c'est bon, je prends. S'il n'a toujours pas, il monte encore d'un cran collectif, et même pour certaines cotisations qui ont des valeurs nationales, alors c'est peut-être bien en général. Voilà, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en paysagisme, il y avait des valeurs qui étaient nationales, et on touche à rien, le logiciel sait ce qu'il a à faire, en calcul de bulletin, il applique ce qui est déjà décidé au niveau national. Et au niveau national, bien sûr, c'est tenu à jour par les mises à jour du logiciel. Vous voyez qu'on va pouvoir gérer des variables groupées, c'est-à-dire au lieu d'aller renseigner les valeurs mensuelles à chaque bulletin, on va pouvoir les renseigner dans un tableau pour faire ensuite une validation automatique des bulletins. Donc ça, c'est très intéressant quand il y a une entreprise avec beaucoup de salariés. Vous voyez dans cette zone de bulletin de salaire qu'on va pouvoir saisir les absences, peu importe quand dans le mois, on va saisir les absences, si bien qu'on va pouvoir, pour un arrêt de travail qui génère des indemnités journalières, eh bien, dès qu'on a saisi l'absence, on va pouvoir déposer l'ADSN de signalement, qu'on appelle aussi DSN événementiel, et en plus, en une seule saisie, dès qu'on va faire le calcul de bulletin, ce qu'on avait saisi en absence sera dans le bulletin de salaire. On peut gérer des fichiers d'ordre de virement qu'on va pouvoir déposer sur le site de la banque plutôt qu'avoir à saisir les virements. Donc ça, c'est un choix d'entreprise. C'est pour aussi gagner du temps quand il y a beaucoup de salariés. Et clôturer les bulletins quand on va passer au calcul du bulletin du mois suivant. Voilà, avec les éditions principales. Donc, vous allez voir que dans salaire, par exemple, on retrouve nos 4 étages dont on a parlé. On retrouve toute la zone bulletin de salaire dont on vient de parler, même les traitements groupés. Voilà. Dans les éditions, on va trouver tout ce qui est intéressant pour l'entreprise ou pour le salarié. Donc, vous voyez les thèmes, édition des bulletins de salaire. Donc, bien sûr, dès qu'on a clôturé un bulletin, il est quand même à disposition en édition pour retrouver ce qu'on a fait, quelle que soit la période. Les règlements pour revoir ce qui est passé par les règlements. Les éditions liées à l'entrée, c'est-à-dire la déclaration préalable à l'embauche ou d'autres éditions. Liées à la sortie, on va trouver le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte.
Les états du salarié, on va pouvoir trouver la fiche salarié avec les différents bruts, cotisations qu'il a eu, et toutes les autres éditions, éventuellement même des exports pour la facturation, pour notamment les groupements d'employeurs. Et on va pouvoir faire des tableaux de résultats et même générer en écriture comptable, soit pour envoyer dans Isaconta, soit pour déjà l'avoir à l'écran. Je vais vous montrer ce que ça donne. On va pouvoir générer des écritures comptables en personnalisant le plan comptable que vous voulez, c'est-à-dire en mettant dans les comptes que vous voulez et avec ce qu'on appelle les ruptures, comme vous le voulez, les sous-totaux. Et on va archiver aussi des PDF, ce qui est bien utile pour retrouver en PDF, en dématérialisé, ce que vous avez fait autant en édition qu'en déclaration ou qu'en bulletin. En déclaration, bien sûr, on va retrouver la DSN mensuelle et les DSN événementiels pour les signalements, la DPAE. On peut accéder aux fiches de paramétrage pour les organismes complémentaires, la FPOC, pour revoir d'une année sur l'autre, notamment s'il n'y a pas des organismes qui ont changé de codification, ou des références contrats qui auraient changé, des codes options ou autres. On en a quelques-unes quand même qui changent pour 2023, donc il faut y faire attention. Et on va configurer la DSN pour pouvoir faire du dépôt automatique. C'est-à-dire que dans l'émetteur, on va donner les codes à l'ISAPAY pour déposer la DSN en dépôt automatique, soit sur Net Entreprise, soit sur le site de la MSA, suivant le portail déclaratif pour la DSN. Et le gros intérêt, c'est qu'on va avoir aussi en retour automatique des comptes rendus métiers des organismes, et notamment de la DGFIP avec les taux d'imposition, les taux de prélèvement à la source, le taux réel connu par la DGFIP, et le retour des autres organismes, des fois qu'il y ait un rejet, une remarque, une anomalie à corriger. Voilà, dans les paramètres, on va pouvoir créer ou consulter comment sont paramétrées différentes choses. Donc là, on rentre un petit peu dans les petits papiers d'ISAPAY. On voit ça ensemble en démarrage d'ISAPAY ou en complément s'il y a besoin. Mais on ne va pas forcément entrer beaucoup ici tant qu'il n'y a pas besoin. Donc, clairement, une fiche salariée. Donc là, je suis dans un dossier de démonstration. En fiche salariée, je vais avoir peu de choses. J'ai 2 salariés présents. Dans ISAPAY, il y a beaucoup de questions de filtres et c'est très bien parce que comme ça, en temps réel, vous avez juste ce qu'il vous faut. Donc là, il me propose les salariés qui sont présents en janvier 2023. Si je voulais aller voir tous mes salariés, eh bien, il n'y en a pas plus dans ma démonstration. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, il y a tout un tas d'onglets pour pouvoir mettre toutes les caractéristiques du salarié, autant son état civil que son contrat, quand est-ce qu'il a démarré, s'il est en durée déterminée ou indéterminée, quel type de contrat, etc. Mais le gros côté pratique, c'est que quand on fait une embauche, je veux embaucher par exemple Toto, le bien nommé, c'est toujours lui que je prends en exemple. Il a aussi le prénom de Toto. Eh bien, je vais lui mettre quelque chose de fictif, mais qui peut être réaliste. 01, et puis après, je mettrai des 9, il devrait accepter. En clé, il me calcule 45, tant mieux. Il entrerait, admettons, au 15 janvier 2023. Je lui mettrai une heure si j'ai besoin de faire une déclaration préalable à l'embauche. Et quand je clique sur suivant, je vais juste lui mettre un matricule, une durée par exemple indéterminée, un contrat CDI, un motif de début de contrat embauche en CDI, modalité d'activité, je ne mets rien. Et si je veux faire une recopie, suivant, alors il me demande depuis quel salarié et il me met que ce qui est cohérent par rapport à ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est en CDI. Oui, je vais prendre cette personne-là pour recopier. Ensuite, il m'indique tout ce que je pourrais recopier et par défaut, il m'a coché déjà ce qui est utile. Eh bien oui, pourquoi pas. Et en cliquant sur suivant, je n'ai plus qu'à préciser 2-3 choses et ma fiche salariée est créée. Alors ça, la recopie, c'est très pratique pour gagner du temps. Donc, il suffit juste maintenant que je complète l'adresse et puis 2-3 bricoles et ma fiche salariée est faite.
Bon, je passe parce que j'ai pas envie de saisir pendant 10 minutes ou 2 minutes même l'adresse et ce qui manque. Donc, on va rester sur les salariés déjà présents. Je lui ai dit d'annuler d'ailleurs, je n'ai pas terminé, c'est annuler. Voilà. Et vous voyez qu'il y a un contrôle de cohérence qui fait qu'il y avait des zones rouges où il me montrait ce qui manquait. Donc ça, c'est précieux aussi pour éviter qu'il y ait des erreurs après ou des manques en déclaration notamment. Une fois que ma fiche salariée est faite, alors je vais en calcul de bulletin. En calcul de bulletin, je vais reprendre Sylvie Durand et je vais lui calculer son bulletin. Là, on voit les petits symboles à gauche, notamment que le bulletin a été validé. Voilà, ça ne serait pas le cas sinon. Là, c'est un bulletin justement de janvier 2023. Je veux voir ce qu'il y a dans le bulletin. Vous voyez qu'il y a un onglet valeur mensuelle. Donc, si je veux mettre des heures supplémentaires ou une prime ou une indemnité, je peux aller en valeur mensuelle. Ici, je vois qu'il y a des heures d'absence congés payés, une indemnité congés payés et des jours CP pris, une prime d'ancienneté qui se déclenche et toutes les cotisations qui se sont calculées toutes seules. Je peux faire un aperçu de mon bulletin. J'ai certainement modifié quelque chose, donc j'accepte que ça passe en DSN avec ce changement. Donc, je lui demande en bulletin clarifié, vous voyez qu'il y a différentes formes de bulletins, suivant ce que vous préférez. Donc, il faut essayer et puis ensuite décider quelle forme vous préférez. Et voilà pour ma démonstration, le bulletin de Sylvie Durand comme il apparaît. Donc, bien sûr, en clarifié, vous savez bien, ça regroupe les cotisations par thème. Vous avez ensuite les acquisitions de congés payés en bas à gauche, le commentaire d'absence du mois ici, et les cumuls. Alors, bien sûr, on est sur janvier, donc le cumul mois et année est le même. Le diff, on va l'oublier et le remplacer par autre chose si on en a besoin. Voilà. Et les petits commentaires obligatoires dans les bulletins, c'est-à-dire dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales de chômage et maladie, etc., puisque le bulletin devient aussi un outil de communication. Voilà, je ferme. Et vous voyez que dans l'onglet, même si on utilise pour faire vite que l'onglet bulletin qu'on a vu et l'aperçu, et l'onglet valeur mensuelle si on veut ajouter quelque chose aux salariés, dans l'onglet DSN, on a plein de choses qui se sont calculées, et notamment quand on fait des rappels de cotisation, on va pouvoir aller dans les rappels de cotisation pour aller affecter les dates de rattachement de ces rappels, puisqu'il faut bien, une DSN étant mensuelle, si on fait des rappels, il faut préciser sur quel mois ces rappels sont faits. Voilà, rappel de salaire, rappel de cotisation, les dates de rattachement de primes, éventuellement des régularisations sur le prélèvement à la source. Donc, tout est prévu en calcul de bulletin. J'enregistre rien, c'est juste pour l'exemple. On a parlé tout à l'heure de variables groupées. Si je prends, allez, je vais aller chercher tous mes salariés, y compris ceux qui ont un calcul de bulletin validé. J'ai les 2 salariés. Dans mes grilles, je vais aller chercher une saisie d'heures, par exemple. Et donc, ce tableau de saisie groupée me permettrait de saisir en dehors du calcul de bulletin, là où on avait vu qu'il y avait des variables, donc des valeurs mensuelles, on pourrait ici aller saisir des heures supplémentaires à 125, des heures à 150. Pour des occasionnels ou des travailleurs horaires, on aurait donc des heures à 100, des heures à 110 dans certaines conventions. Bref, on construit le tableau au démarrage où on vous forme à le construire et ensuite ça vous permet d'intégrer directement en validation automatique qu'on a là-haut dans le ruban pour intégrer directement dans les bulletins. Possibilité aussi, par un import de fichiers, d'alimenter ce tableau ici à partir d'un fichier que vous auriez par ailleurs. Vous remplissez dans un tableur Excel, ça peut permettre peut-être en tableur partagée de faire remplir à des responsables de salariés ou par les salariés eux-mêmes. Et donc, une fois que ce tableau est prêt, on peut l'importer pour que ça alimente celui-là. Et ensuite, en validation automatique, on gagne énormément de temps.
Une fois que le bulletin de salaire est fait, eh bien, on va en déclaration mensuelle. On va aller accéder à la période d'emploi de janvier qu'on a calculée. Et donc, on coche notre entreprise et on calcule. Alors, vous voyez qu'il y a des petits sens interdits ici parce qu'on avait déjà essayé de déposer un fichier, mais que comme c'était une démonstration qui n'existe, donc d'une entreprise qui n'existe pas, évidemment, le dépôt, il a du mal à se faire, vous comprenez bien. Donc, mon calcul est fait ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a deux manières de faire, soit dans le voir modifié, puisque ça permet de voir ce qui s'est calculé en automatique à partir des bulletins, c'est-à-dire pour le bordereau URSSAF, on a les différents codes CTP, vous savez, pour les cotisations URSSAF. Donc celui-là, par exemple, qui est sur l'autre assiette, dont un taux AT ici de 1,80. Et puis ici, sur l'assiette plafonnée, donc toutes les cotisations qui sont en TA, qu'on a ici avec un taux global de 15,45, etc. Puisque là, on a un FNAL TA, l'allocation logement, à 0,10 bien sûr, et puis le chômage à 4,05, etc., etc. On a dans cette entreprise-là la retraite qui est sur Humanis. Donc là, on a bien les codes de ligne de retraite d'Isapay. Puis, en organisme complémentaire, on a 3 adhésions visiblement pour une prévoyance ici qui est sur tout le salaire, TA plus T2. Là, on n'a rien en adhésion 2 et on a un montant pour des frais de santé non cadres, ici pour une 3e adhésion. Ça, c'est une première manière de voir ce qu'il y a dedans, notamment au niveau des bordereaux de cotisation, donc. Mais si on veut tout voir, on peut aller dans Envoyer éditer, parce qu'ici, on a plein d'éditions dont on peut faire des aperçus. Alors, bon, pour aller pas trop lentement, pour gagner un peu de temps, je vais vous montrer notamment le résumé. DSN résumé, c'est-à-dire qu'on a une page par salarié, une page pour l'entreprise aussi, où on retrouve nos 3 adhésions, mais une page par salarié, on retrouve notre apprenti ici, avec son bulletin de janvier 2023, son aide fiscale, son aide versée, le brut non plafonné, etc. Et en bas, les affiliations qu'il a sur les adhésions qui sont à l'entreprise. OK, si je remonte, parce que je préférerais, enfin voilà, ici, page 2, je vais remonter parce que j'ai mon écran, hop, je vais y arriver. Voilà, ici, j'ai donc Durand Sylvie, avec toutes ces caractéristiques du contrat, son bulletin de salaire de janvier 2023 avec les nets, les bruts, comme on l'a vu pour l'apprenti tout à l'heure. Et les adhésions, pareil. Donc, évidemment, en 3e page, j'ai qu'un petit résumé des nets et des bruts. Voilà. Ça, c'est la première édition. Et on a d'autres éditions, donc, pour contrôler les cotisations de chaque salarié, les bordereaux de cotisation, organisme par organisme, le récapitulatif du paiement, qui est, je pense, le plus regardé dans ces éditions-là, puisque là, on a le paiement pour le prélèvement à la source, le centre des impôts, le prélèvement pour l'URSSAF, le paiement pour l'URSSAF, et le paiement pour Humanis Retraite. Donc, j'en déduis que la mutuelle était en trimestriel, puisqu'on ne la voit pas en paiement pour janvier. Voilà. Vous voyez que tout est en prélèvement. Voilà. Et donc, c'est la seule page, parce qu'en paiement, c'est tout. Et si on voulait voir un peu plus de choses, zut, hop, c'est ça que je voulais, courrier d'accompagnement, on verrait une page par organisme. Donc là, ici, pour le prélèvement à la source, où on voit sur quel compte ça va être prélevé, le mois déclaré, le montant, et donc rien d'autre que le prélèvement à payer hors prélèvement, puisque les impôts, c'est forcément comme ça. L'URSSAF, le numéro de cotisant, qui est un peu faux évidemment, c'est une démonstration, la période, le montant, la date d'exigibilité, donc là on est en exigibilité au 5 du mois suivant, donc je suppose que l'exigibilité DSN aussi est au 5 et non au 15, non, c'est difficile de se faire payer avant que ce soit déclaré, voilà, et donc prélèvement sur ce compte, etc. Donc voilà comment ça se passe, et vous voyez que tout est vérifiable,
Ce qui est magique aussi, c'est de voir les cotisations individuelles, parce qu'alors là, moi qui suis formatrice, j'y retrouve tout, puisque vous allez avoir les codes de base assujettis, les codes de cotisation, les codes de tout ce que vous voulez. On voit tout. Les taux, les montants, voilà. Donc ça, c'est très précieux et nos clients apprécient, notamment quand on compare à d'autres logiciels où on ne sait pas trop voir ce qui est parti, quoi. Donc ça, c'est très intéressant. Bon, tout ça, c'était DSN mensuel. On a vu tout à l'heure qu'il y avait eu en saisie d'absence, je vais prendre tout ce qui a été validé, je vais filtrer pour avoir notamment Durand Sylvie, où on retrouve ici, vous voyez, la saisie d'absence congé payé qu'on voyait dans le bulletin de salaire tout à l'heure. Donc là, évidemment, c'est du congé payé. Si j'ajoute un arrêt de travail, alors ça donne lieu à indemnité journalière ensuite. Donc, je prends de la maladie, je vais mettre le dernier jour travaillé, par exemple, au 2 janvier, donc début de l'arrêt, le 3, la fin prévisionnelle de l'arrêt, ben, comme sur le papier du médecin, on va dire allez, le 14, c'est pas un accident. La reprise aura lieu donc le 16. OK. Il est d'accord avec tout ça. Le bulletin de salaire, il me le signale, il est déjà calculé. Donc, évidemment, si on prend en compte cet arrêt maladie-là, il faut bien que je recalcule mon bulletin. En tout cas, je valide. Et tout ça pour vous montrer que du coup, en événementiel, je vais donc pouvoir accéder aux déclarations puisque janvier est bien dedans et je trouve l'arrêt de travail que je viens de saisir et qui est prêt à déclarer. Donc, j'ai plus qu'à le cocher, envoyer, éditer et quand c'est configuré en automatique, en dépôt automatique de DSN, il n'y a plus qu'à cliquer sur dépôt sur portail, ce que je ne vais pas faire parce que sinon j'aurai un joli sens interdit puisque la démonstration n'existe pas, enfin, l'entreprise n'existe pas. Voilà. Alors après, je vous parlais d'écriture comptable. Je vais juste vous montrer que ce qui s'est déclenché en janvier, on peut donc faire un aperçu de ce que ça donne en écriture comptable. Vous voyez, ça, par défaut, ce sont ces comptes-là qui sont affectés avec les montants qui ont été calculés dans les bulletins. Mais je vous dis, tout ça, c'est personnalisable pour que si vous voulez le net par salarié ou le brut par salarié, ou si vous voulez que certaines lignes qui sont en prévoyance, il y en ait certaines dans un compte et d'autres dans un autre, on peut faire plein de choses. On peut aussi faire des affectations analytiques pour dire ce salarié-là, il est dans telle catégorie, cet autre salarié est dans une autre catégorie, et à ce moment-là, on pourrait faire des sous-totaux par ces catégories qu'on aurait créées. Donc, ça va bien au-delà de la paye, puisqu'on va analyser les chiffres derrière. On peut même aussi faire des tableaux de résultats pour analyser des chiffres. Alors, bien sûr, on construit le tableau qu'on veut. Ensuite, on va le chercher. Alors, bon, j'en prendrai un au hasard, puisque là, j'ai rien de personnalisé. J'ai que ce qui a été fait par les développeurs, ce qui est déjà énorme. Je ne sais pas pourquoi 2460, mais admettons. Et donc là, quand je prends ce tableau de résultats-là, pour janvier, pour ces salariés-là, qu'est-ce que j'ai fait? Actualisation. OK, et je voudrais faire un aperçu. Je suis bien en édition tableau de résultats. Et je vais le refaire. Édition, tableau de résultats. Je choisis totalisation. Ah, bien, eh ben, ça sera à réviser parce que mon tableau de résultats ici, je voulais faire un aperçu pour vous montrer ce que ça donnait et je n'y arrive pas. Bon, à suivre, il faut l'utiliser certainement ailleurs. On a vu l'essentiel d'Isapay, sachant que derrière, il y a plein d'éditions aussi. Par exemple, si je veux vérifier
le calcul de la réduction de charge annuelle, on peut aller chercher le RAG annuel donc pour ces salariés-là et en aperçu, je vais avoir tout le calcul qu'il a fait. Alors évidemment, sur janvier, c'est un peu dommage. Sur une année civile, c'est encore plus parlant, puisqu'il reprendrait bulletin par bulletin, mois par mois, le nombre d'heures travaillées qu'il prend en compte dans le calcul, le coefficient qu'il calcule, la réduction annuelle, mais aussi les réductions mensuelles et donc les régularisations qu'il fait mois par mois en fonction du cumul annuel de réduction et l'addition des réductions périodiques. Et il nous met la répartition entre réduction de charges sécurité sociale, réduction de charges chômage, réduction de charges retraite. Ça, c'est précieux quand on veut refaire le calcul ou trouver comment il a fait ce calcul-là. Il faut trouver combien d'heures, notamment, il a pris en compte. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir là? Sinon, je continue à vous parler de e-collaboratrice et e-pay. Je regarde. Effectivement, on peut peut-être voir s'il y a quelques questions. Oui. Ouais, je suis en train de regarder dans la liste des questions qui sont arrivées, mais j'en vois pas de nouvelles. Pour l'instant, j'en vois pas de nouvelles. Vous êtes 23 à écouter et tout est clair pour tout le monde, c'est formidable. Vous n'avez pas de questions pour des cas particuliers peut-être ou des choses comme ça? Bon. Donc, je reviens sur le show. Je l'avais ouvert plusieurs fois, mais c'est celui-là. OK. Donc, pour la gestion des ressources humaines, les contrats, pour avoir un contrat bien précis, il y a des juristes qui gèrent e-collaboratrices, donc, et qui permettent de poser des questions. Et en fonction de vos réponses à ces questions-là, ça va permettre de mettre les bonnes rubriques dans les contrats. Donc, il y a un assistant à la rédaction de contrat et une base de données qui est mise à jour en temps réel par nos juristes. C'est précieux. Les entretiens, alors encore une fois, hein, e-collaboratrice, c'est une option d'IsaPay. On le prend ou on ne le prend pas. Voilà, qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Pour les entretiens avec les salariés, vous savez que les entretiens professionnels sont obligatoires tous les 2 ans et qu'il faut archiver les comptes rendus lors notamment d'un licenciement. Il faut avoir les comptes rendus d'entretien. Et donc, l'archivage automatique dans e-collaboratrice et le fait de pouvoir planifier et suivre les entretiens, ça vous rend de grands services. E-collaboratrice, je vous l'avais dit, mais alors, attendez voir, je vais aller sur un autre show que j'avais préparé pour vous montrer cet écran-là. Voilà. Il y a plein de choses dans e-collaboratrice, on vient d'en voir 2, 3, mais on a parlé de gestion des variables de paye, justement, puisque les salariés pourraient marquer, ou des responsables d'équipe, pourraient saisir dans leur partie d'e-collaboratrice les heures, etc., les variables de paye, pour pouvoir ensuite les intégrer directement dans IsaPay pour que ça aille dans les bulletins de salaire. Pareil pour les demandes de congés payés et la gestion des absences, une collaboratrice peut permettre de gérer un nombre de salariés plus important que ce qu'on a vu dans IsaPay en direct. Donc, suivi des heures parce que vous pourrez avoir un planning dans e-collaboratrice pour avoir une gestion globale des heures. La gestion du temps de travail, on en a parlé. L'affichage obligatoire, puisque là aussi, ça va par un jeu de questions-réponses, vous demandez ce que vous avez déjà comme affichage et comme risque, etc., pour vous indiquer éventuellement ce qui manquerait ou ce qu'il faut que vous fassiez. Les entretiens professionnels, on en a parlé. La gestion des plans de formation, donc pareil pour le suivi des salariés. Le planificateur et la prévention des risques. Là, c'est en cours, le Prevent Score par rapport à l'entreprise sur la prévention des risques. Donc.
Voilà, donc je vous avais remis que chaque salarié peut faire sa demande de congé depuis son mobile, par exemple, depuis son téléphone portable. L'employeur valide, puis c'est utilisé dans le calcul du bulletin par rapport à ce que le salarié aurait saisi comme heure, par exemple. Il y a d'abord une validation, puis une intégration dans les bulletins. Voilà. On peut paramétrer e-collaboratrice pour des calculs d'heures supplémentaires ou d'heures de récupération, etc. Et il y a 3 types de saisie des heures, soit par une pointeuse, soit en saisie rapide, soit en saisie groupée. Saisie groupée, c'est ce qu'on a vu dans IsaPay. Donc un écran d'e-collaboratrice pour vous montrer le côté convivial et agréable de l'écran. Voilà, donc là les contrats, ça on l'avait vu. Oups. Alors, du coup, Et dans le donc, chat, Béatrice, on avait une question tout à l'heure. oui. Donc, on va la prendre du coup. Alors, attends, je la revois juste. Alors, attends, je la vois plus. Alors, Du coup, c'est quoi les questions? Alors, peut-on intégrer les fiches de paramétrage des organismes de prévoyance en automatique? Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. Déjà, quand on démarre sur IsaPay et qu'on peut intégrer un fichier DSN, alors ça intègre automatiquement les contrats de prévoyance et donc les organismes, mais pas les codes options et les codes population, parce qu'il faut quand même qu'on aille choisir les lignes de cotisation qui vont bien dans IsaPay. Et donc, en fonction des lignes de cotisation, on va aller mettre les codes options, les codes population, les profils qu'il faut, etc. Donc, on a un peu de personnalisation à faire quand même dans IsaPay, mais on récupère en effet les références contrats et les organismes depuis la DSN. Moi, j'ai l'habitude de tout vérifier quand même. Donc, je prends les fiches de paramétrage DSN, surtout qu'elles bougent en 2023, pour vérifier que c'est bien ce qu'il nous faut. Et j'arrive à trouver qu'il y a certaines DSN qu'on récupère qui avaient des erreurs, donc c'est l'occasion aussi de corriger. Voilà. Est-ce qu'on peut intégrer les fiches de paramétrage DSN? Non. Alors, on peut les appeler. Vous l'avez peut-être vu dans IsaPay tout à l'heure. On va voir si j'arrive à déconnecter ça pour aller là. Je vous avais montré qu'en déclaration, ici, on peut aller demander, puisqu'on est en dépôt automatique, on peut aller aussi chercher en automatique les fiches de paramétrage des organismes concernés par l'entreprise, puisque c'est les mêmes accès au portail DSN. On va les chercher automatiquement. Après, par contre, on paramètre dans IsaPay, parce que je dis les types de lignes, que ce soit en TA, TB, T2, T24, etc., en code 24, il faut vraiment faire un choix précis des lignes qu'on va utiliser pour les cotisations, pour qu'il n'y ait pas de souci ensuite en DSN et pour les contrôles de l'organisme. Donc, ce n'est pas tout à fait automatisé complètement. Ça serait, à mon avis, trop dangereux. Voilà. Donc, on intègre par une DSN ou bien on crée dans IsaPay. Et un peu les deux pour tout vérifier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, si c'était bien le sens de votre question, la réponse que vous attendiez. C'était clair, Béatrice. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup, puis après on va s'arrêter là juste pour respecter le timing. Est-ce qu'il y avait éventuellement une ou deux autres questions? Pile. Alors du coup, on avait une autre question de la même personne, effectivement, au niveau de la gestion des contrats, les procédures de rupture des contrats. Est-ce que les avenants sont gérés? De rupture de contrat, les avenants sont-ils gérés? Alors, les avenants, c'est-à-dire pour une modification de contrat. Pour une modification de contrat, j'imagine. Les ruptures de contrat, les procédures, on va dire dans le calcul de bulletin, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, dans l'onglet DSN du bulletin de salaire, pour que ça parte en DSN comme il faut, et dans le signalement de rupture de contrat et dans la DSN mensuelle. Par contre, les avenants au contrat, là, on serait plutôt dans e-collaboratrice, en effet, puisqu'on parle de contrat et de rédaction des contrats dans e-collaboratrice. Donc, les avenants, c'est plutôt e-collaboratrice. Voilà, et ils sont bien gérés, effectivement, dans cet outil-là. Voilà, écoutez, en tout cas, du coup, merci à toi, Béatrice, pour
pour cette présentation. Merci à vous d'avoir participé à distance. S'il y a éventuellement des personnes qui souhaitent avoir un contact avec un corps martial pour avoir un petit peu des ordres de prix, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Et puis également, n'hésitez pas à nous partager voilà, de 1 à 5 en disant que 5, vous êtes très content, très satisfait et 1, pas du tout, un petit peu votre ressenti suite à ce webinaire-là. Voilà. Est-ce que ça a répondu à vos attentes et à quel niveau, voilà. Et puis pareil, si vous avez des questions qui touchent la réglementation, voilà, des sujets de fond que vous aimeriez qu'on aborde au cours d'un webinaire également, vous pouvez nous le partager via le chat, on essaiera de les prendre en compte. Voilà, je vous remercie à tous, merci à toi Béatrice et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à tous, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.